Dans les années 30, l'Allemagne se relève de ses cendres pour redevenir une puissance militaire redoutable. Puis elle se lance à l'assaut des pays qui, à l'issue de la Première Guerre mondiale, quelques années plus tôt, l'ont laissé exsangue et profondément humilié. Cette métamorphose est due à un seul homme, Adolf Hitler. Hitler était l'un des rares en Allemagne à être favorable à une autre guerre. Son magnétisme pouvait galvaniser des foules immenses et exerçait un pouvoir incroyable, comme un puissant narcotique. Comment est-il devenu l'homme le plus puissant d'Allemagne? Qui étaient les nazis? Et comment ont-ils rendu sa fierté à un peuple à terre? Dans l'Allemagne de Weimar, on sentait une nouvelle énergie, très palpable dans les rues. Les nazis voulaient être acclamés en permanence et être constamment suivis par le peuple. Leur système était basé sur la terreur et l'intimidation. Tout ce qui pouvait miner la révolution nationale n'était pas toléré. Le peuple allemand tombe sous l'emprise du charisme d'un homme. C'est une attraction fatale. À ce stade, Hitler ne se voyait pas comme le Messie, mais comme Saint Jean-Baptiste. C'est pendant sa détention dans la prison de Landsberg qu'il a réalisé quelle était sa mission. Pour comprendre la relation passionnelle et tragique entre l'Allemagne et Hitler, il faut remonter à la fin du XIXe siècle. L'Allemagne était devenue le pays le plus puissant, le plus riche et le plus développé du continent européen. C'était un État plutôt autoritaire, mais en même temps, il avait un Parlement national, avec des représentants élus. Ils avaient un pouvoir limité, mais qui montait en puissance. Un État impérial très militarisé, dirigé par la monarchie héréditaire de la dynastie des Hohenzollern. À l'époque, la Grande-Bretagne commence à regretter d'avoir soutenu l'unification de l'Allemagne après la guerre entre la France et la Prusse en 1870. Son dynamisme industriel et sa force de frappe militaire risquent de faire de l'ombre à l'Empire britannique de plus en plus fragilisé. Après la guerre franco-prussienne, l'économie de l'Allemagne a connu un tel essor qu'elle a dépassé la Grande-Bretagne. Au moment de la Première Guerre, elle était numéro 2 mondial derrière les États-Unis. Il s'agissait de rattraper son retard, de rebâtir le pays et de créer une unité et une vision nationale. L'Allemagne avait l'ambition de rejoindre les autres puissances de premier plan et de devenir un grand État européen impérialiste. Il y avait aussi de la jalousie envers l'Empire britannique et de l'arrogance. Ils étaient envieux parce que les Britanniques étaient très puissants. Leur empire couvrait 25% de la surface du globe et représentait 25% de la population. Et il y avait aussi un sentiment de supériorité. De nombreux historiens diraient que c'était un État dangereusement expansionniste, avec des ambitions européennes qui menaçaient l'équilibre politique entre les différents pays. C'était une masse grouillante de tensions. L'Allemagne se rêvait en puissance coloniale, mais arrivait tard dans la course. Pourtant, l'histoire ne commence pas en Allemagne, mais dans l'Autriche-Hongrie voisine. On sait peu de choses sur l'enfance d'Hitler. Il est né à Braunau am Inn le 20 avril 1889 et son père était un petit fonctionnaire autrichien. Son père n'était pas quelqu'un de bien, il battait son fils. C'est pour ça que sa mère a joué un rôle très protecteur avec Adolf. Il a eu une enfance plutôt malheureuse. Ses parents avaient perdu plusieurs enfants avant sa naissance.
D'après les informations disponibles, on peut conclure que son éducation était plutôt ordinaire pour l'époque. Le problème pour les historiens, c'est qu'Hitler a beaucoup réécrit son enfance. C'était un élève indifférent. Non pas qu'il manquait d'intelligence, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Il était solitaire, comme par la suite, mais adorait les livres. Il lisait tout ce qui lui tombait sous la main et a continué jusqu'à la fin de sa vie. On peut dire que c'était un autodidacte. Il s'est bricolé une éducation à partir de sources très diverses qu'il a pu trouver. En d'autres mots, il n'a pas eu de formation cohérente sur le plan académique parce qu'il n'était pas attentif en classe. En 1907, le jeune Adolf Hitler s'installe à Vienne pour faire carrière dans la peinture et postule à l'Académie des Beaux-Arts. À l'époque, la capitale autrichienne est à l'avant-garde de la création artistique et de la pensée philosophique en Europe. Il est arrivé à Vienne vers l'âge de 16 ans et s'est un peu laissé vivre. Il n'a pas mangé de la vache enragée, comme il l'a affirmé plus tard. Il a été refusé aux Beaux-Arts. Et à juste titre, si on en juge par ses œuvres. Il était porté vers le style néoclassique. Il connaissait aussi le pouvoir de l'art. Il avait conscience de l'impact des grandes images historiques. Même si ses aquarelles n'ont pas aidé la cause nazie, il savait de quoi l'art était capable. Toute sa vie, Hitler a raconté qu'il était au fond un peintre arraché à son chevalet par l'amour de l'Allemagne. Sa mère était très généreuse avec lui, parce qu'elle lui versait une rente, peut-être en cachette de son mari. Certains biographes d'Hitler disent même qu'il était plutôt dilettante. Il fréquentait les cafés de Vienne, où il côtoyait une certaine intelligentsia. C'est là qu'il a puisé pas mal des idées qui, comme il l'a écrit plus tard dans Mein Kampf, ont servi de fondation en granit de sa pensée. On suppose qu'Hitler a été fortement influencé par l'antisémitisme autrichien, qui était très présent avant 1914. Mais en réalité, il est très difficile de savoir si ça a vraiment beaucoup joué. Tous ses contacts avec des Juifs, qui ont été très nombreux dans ses jeunes années, ont été positifs et même bienveillants. Le médecin qui avait soigné sa mère quand elle était malade et s'occupait de toute la famille était juif. Le marchand d'art qui avait acheté et vendu ses tableaux à Vienne et qui lui avait permis de gagner quelques sous était juif lui aussi. En 1913, après avoir hérité d'un peu d'argent à la mort de son père et constatant que sa carrière artistique ne décolle pas à Vienne, Hitler décide de vivre à Munich. Hitler avait une conscience aiguë de ses origines allemandes. En tant que nationaliste allemand, il estimait que sa place était en Allemagne, plutôt qu'en Autriche. L'Autriche-Hongrie restait une puissance de premier plan en Europe. Elle dominait une grande part du sud-est du continent. L'Empire était dans une situation de crise à cause du nationalisme des Tchèques, des Hongrois et des Slaves du Sud. En raison des tensions entre ces minorités nationales, les assemblées parlementaires, comme le Reichsrat à Vienne ou son équivalent hongrois, étaient ingouvernables. Chaque réunion dégénérait en pugilat entre les différents groupes, que ce soit en Autriche ou en Hongrie. Cela a donné à Hitler un grand mépris pour le régime parlementaire. Pour lui, l'Empire était un système lourd et inefficace qui avait fait son temps. À ses yeux, un dirigeant autoritaire et fort, quitte à être un dictateur, était la seule solution à ces problèmes. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo met le feu aux poudres et déclenche la Première Guerre mondiale. Quelques semaines plus tard, l'Autriche-Hongrie est en guerre avec la Serbie. L'Allemagne se mobilise, envahit le Luxembourg et la Belgique et attaque la France. Cela pousse la Grande-Bretagne à lui déclarer la guerre. Bien que citoyen autrichien, Hitler est incorporé dans l'armée allemande.
Dans le chaos de la mobilisation, en août 1914, ses papiers n'ont pas été vérifiés et il a pu s'engager. Les autorités autrichiennes le recherchaient. Il avait échappé à la conscription dans son pays et vivait en Allemagne. Il ne voulait pas se battre pour une cause à laquelle il ne croyait pas. Et c'était le cas avec les Habsbourg et leur empire. Comme le conflit se propage à tout le continent, l'Allemagne se retrouve à combattre sur deux fronts. À l'est contre les Russes et à l'ouest contre les Britanniques, les Français et les Belges. Hitler a choisi son camp. L'expérience de la guerre change le cours de sa vie, mais aussi celle de millions d'Européens. Hitler semble avoir oublié ses ambitions artistiques. Il vit désormais à Munich et part combattre sur le front de l'Ouest contre les ennemis de sa patrie d'adoption. Adolf Hitler n'a joué qu'un rôle obscur de caporal dans l'armée allemande. Hitler était fasciné par la perspective d'une guerre. Grâce à la guerre, il est devenu quelqu'un. La plupart des rapports montrent que c'était un bon soldat, très discipliné. Il a été promu au rang de sous-officier. Il a survécu à tout le conflit, ce qui bien sûr n'a pas été le cas de tout le monde. Il avait un poste d'estafette. Donc, il était tout près de la ligne de front. Même s'il n'était pas vraiment au cœur des combats de l'infanterie, comme il l'a prétendu plus tard. Mais c'était dangereux. Il aurait pu se faire tirer dessus par l'artillerie britannique ou française. Quand vous êtes estafette, vous transmettez des messages jusqu'aux tranchées. Et il a même été gazé en 1918. Certains ont dénigré son passé militaire, mais en réalité, il a été décoré de la Croix de fer de 2e classe, puis de celle de 1re classe. Ironie de l'histoire, sur recommandation d'un supérieur juif. L'idée qu'il ait été lâche ne tient pas du tout. Au contraire, il a fait preuve d'un grand courage. Mais les unités combattantes considéraient souvent que les estafettes se la coulaient douce. Bien sûr, la question est pourquoi n'a-t-il jamais été promu officier? Ce n'est qu'une hypothèse, mais certains ont dit qu'il était resté simple caporal parce qu'il n'avait pas l'étoffe d'un chef. Les États-Unis entrent dans le conflit quand l'Allemagne commence à attaquer des navires commerciaux qui font route vers la Grande-Bretagne. Le 6 avril 1917, il déclare la guerre à l'Allemagne, qui se voit dépassée par la puissance des Alliés. Dans la prochaine édition du Téléjournal de Radio-Canada. Après 7 jours de délibération, Tony Accurso est déclaré coupable. Complot, fraude, corruption et abus de confiance dans un stratagème de contrat truqué à Laval. L'homme d'affaires risque maintenant la prison. Une des plus grandes figures de la Révolution tranquille nous a quittés. Paul Gérin-Lajoie, qui a transformé l'éducation québécoise dans les années 60, est mort à 98 ans. Hitler ne semble pas avoir été apprécié ou respecté par ses camarades de l'armée. C'était un solitaire, un peu bizarre. Mais il voyait la Première Guerre mondiale comme une époque d'unité, de solidarité et de fraternité. Il l'a mythifié dans son esprit, au point qu'il a voulu recréer l'esprit de 1914, avec tous les Allemands unis derrière leur Kaiser, en fondant le Troisième Reich en 1933. Les troupes russes l'emportent sur l'armée austro-hongroise, mais sont arrêtés en Prusse par les Allemands. Forte de sa supériorité militaire, l'Allemagne force les bolcheviks à signer le traité de Brest-Litovsk. Les États baltes lui sont donnés et l'indépendance de l'Ukraine est déclarée. Début 1918, ils avaient signé le traité de Brest-Litovsk avec la Russie et ils avaient acquis des territoires en Russie. À partir de mars 1918, l'Allemagne n'avait plus à mener la guerre sur deux fronts. Ça a été perçu comme le signe qu'elle s'en sortait bien. Et tout reposait sur le front de l'Ouest. Mais une fois les États-Unis entrés en guerre, l'Allemagne ne pouvait plus l'emporter à l'Ouest. Soudain, la menace de guerre s'est changée en réalité terrifiante, quand les navires américains et les paquebots transportant des citoyens américains ont été torpillés. Les États-Unis entrent dans le conflit quand l'Allemagne commence à attaquer des navires commerciaux qui font route vers la Grande-Bretagne. Le 6 avril 1917, il déclare la guerre à l'Allemagne.
qui se voit dépassée par la puissance de feu des Alliés. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé et la guerre prend fin. Le problème était que les responsables politiques et militaires avaient caché la possibilité d'une défaite au peuple allemand. Vers la fin de la guerre, la presse allemande ne parlait pas du tout de l'efficacité de la contre-attaque des Alliés. La propagande marchait toujours à plein régime et faisait croire que la victoire était proche. Donc, fin octobre, quand ils ont reconnu leur défaite et commencé les négociations de paix, ça a été un choc. Les Allemands ne s'y attendaient pas du tout. Pour couronner le tout, il y a eu les termes mêmes de l'armistice, et surtout ceux du traité de paix de 1919, qui ont scandalisé presque tous les Allemands. Dans le traité de Versailles, les vainqueurs imposent à l'Allemagne une série de conditions, dont l'acceptation de la responsabilité de toutes les pertes humaines et destructions engendrées par le conflit. C'est l'article 231, plus tard surnommé « clause de culpabilité de la guerre ». L'Allemagne est également contrainte à d'importantes concessions territoriales et au paiement de réparations. Sa puissance militaire est également limitée. Pour eux, Versailles a été un coup de poignard dans le dos. Ils avaient consenti à un armistice, pas à une reddition. Leurs avions de combat ont été saisis. Ils n'avaient plus le droit de construire des navires de guerre. Et leur armée ne pouvait pas dépasser 100 000 hommes. 100 000 hommes, ça semble beaucoup. Mais il faut imaginer que les cuisiniers et les fonctionnaires étaient comptabilisés. Donc ça ne fait pas 100 000 soldats. Ils ont dû verser des réparations financières très importantes pour les dégâts causés par les troupes allemandes pendant l'occupation du nord de la France et du sud de la Belgique. Tous les Allemands contestaient la clause de culpabilité de la guerre. Ce n'est pas l'Allemagne qui avait déclenché la Première Guerre mondiale, mais l'encerclement de l'Allemagne par les Alliés. Les Alliés les avaient trahis et avaient bafoué toute notion d'honneur en les traitant comme un peuple conquis, ce qu'ils estimaient ne pas être. Les promesses faites par le président Wilson et David Lloyd George n'ont pas été tenues. Elles ont été piétinées et les Allemands ont été humiliés. Une grande partie des Allemands étaient très remontés envers le reste du monde. Comme de nombreux Allemands, Hitler était anéanti. Il avait besoin de trouver une explication et comme des dizaines de milliers d'autres, il a fait porter le chapeau à ceux de l'arrière, c'est-à-dire les socialistes, les marxistes et les juifs, qui avaient sapé les forces de l'Allemagne. Cette théorie de la trahison interne apparaît dans les milieux de droite à la fin de la guerre pour expliquer la défaite. Les partis de gauche et les juifs sont accusés d'avoir poussé le pays à sa perte. La plupart des Allemands ne croyaient pas à cette théorie du coup de poignard dans le dos. Au début des années 20, les indépendants, les sociodémocrates et les communistes pesaient dans la vie politique avec environ un tiers de l'électorat. L'idée d'une trahison interne et d'un complot juif en 1918-1919 ne concernait qu'une minorité d'extrême droite. Pendant la Première Guerre, le jeune Adolf Hitler a joué un rôle à sa mesure. Mais l'humiliation de la défaite est un coup dur. Après le traité de Versailles, comme certains à l'extrême droite, il cherche un bouc émissaire. Cette quête est la base d'un nouveau parti. Elle pousse des hommes très dangereux à unir leurs forces. Pour l'Allemagne, la défaite a été à la fois inattendue et très violente. Les conditions du traité de Versailles sont très mal vécues. Le pays doit financer la reconstruction de ses anciens ennemis. L'Allemagne connaît une révolution en 1918 et l'année suivante, la République est instaurée, avec une assemblée nationale à Weimar, dans le centre de l'Allemagne.
L'Allemagne a dû verser des réparations aux Alliés. C'est ce qui a accéléré le phénomène d'inflation. Tout a commencé en 1916 quand le gouvernement allemand s'est mis à émettre de l'argent pour financer l'effort de guerre. Et comme on le sait, ça provoque de l'inflation. Les gouvernements d'après-guerre n'ont rien fait pour stopper l'inflation. Ils pouvaient la mettre sur le dos des traités de paix et des Alliés. Ça a pris une telle ampleur qu'en 1923, les Américains sont intervenus, notamment à travers le plan Dawes. Les plans Dawes et Young pour échelonner le paiement des réparations par l'Allemagne ont échoué. Le plan Dawes est conçu par le banquier américain Charles G. Dawes. Son principe est simple: prêter de l'argent au gouvernement allemand pour qu'il paye les réparations dues aux pays alliés. Les États-Unis ont stabilisé la monnaie allemande afin que les Américains puissent prêter de l'argent aux Allemands pour qu'ils puissent verser ce qu'ils devaient aux Britanniques, aux Français et aux autres. Cela leur a permis de rembourser ce que les Américains leur avaient prêté. Pendant cette période de mutation et d'incertitude, Hitler poursuit dans la voie qui lui a déjà bien réussi: une carrière militaire en Allemagne. Il ne voulait pas partir. Il aimait l'armée. Malgré toutes les histoires qu'il a inventées sur cette période, il se sentait chez lui dans la structure sécurisante et la hiérarchie stricte de l'armée. Il a suivi une formation militaire au camp de Lehrfeld. Les cours étaient dispensés par de grands spécialistes de l'époque et leur contenu était très influencé par l'ethno-nationalisme et le patriotisme allemand. L'idée principale était de combattre les actions des bolcheviks. De la propagande politique de droite déguisée en formation politique. Hitler était un très bon élément, au point qu'on lui a demandé d'être professeur. Il a été recruté pour enseigner l'art de la rhétorique et des discours incendiaires, qui était son point fort. C'est de là qu'il a développé ses talents oratoires. L'armée l'a envoyé observer un groupe d'extrême droite appelé Parti ouvrier allemand. Le Parti ouvrier allemand est fondé à Munich en janvier 1919 par Anton Drexler, membre éminent de la Société de Thulé, une organisation raciste et occultiste. Le parti se réunit régulièrement autour de thèmes nationalistes. Les fondements de sa doctrine sont le racisme et la haine des Juifs. C'est pendant cette période d'observation qu'Hitler s'implique de plus en plus dans le mouvement. Il a commencé à prendre la parole lors de réunions et tout le monde a réalisé que c'était un orateur très doué. Il a fait sienne ces idées antisémites radicales selon lesquelles la défaite était due à un complot des Juifs pour faire tomber l'Allemagne. On a souvent dit que le cerveau d'Hitler était comme une éponge. Il absorbait tout ce qu'il lisait. Notamment les auteurs comme Adolf Lanz, raciste patenté et défenseur d'une vision eugéniste du darwinisme. C'était un méli-mélo d'idées qu'il a assemblées pour former. Après avoir fait ses preuves à la tribune, Hitler monte en grade dans le Parti ouvrier allemand. Il prend plus de responsabilités et devient vite le responsable de la propagande. Au début, ce n'était pas lui le chef. C'était toujours Anton Drexler, mais il était chargé de la communication du parti. Il a organisé des campagnes d'affichage très marquantes et très agressives et organisé des meetings qui attiraient une foule de plus en plus nombreuse. En 1920, Hitler décide de changer le nom du Parti ouvrier allemand pour lui permettre d'élargir son audience. Il le rebaptise Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Un an plus tard, il est nommé président du parti, après avoir menacé de le quitter suite à un conflit. Il s'entoure alors d'une garde rapprochée loyale et redoutablement efficace. Dans le chaos de l'après-guerre, en Bavière et en Allemagne, il y avait une inflation rampante, du chômage, de la violence dans les rues, des grèves, des actions politiques des ouvriers et de la gauche. Donc Hitler cherchait sa place politiquement, et il semble qu'il l'avait trouvée.
À mesure que sa réputation de porte-parole de la droite radicale a grandi, Hitler a réuni autour de lui un groupe de disciples qui lui ont apporté chacun des méthodes particulières, leurs propres idées, leur personnalité et leur réputation. À l'époque, son bras droit est Rudolf Hess, né le 26 avril 1894 à Alexandrie, en Égypte. Il avait la même réaction qu'Hitler face à la défaite. Comment est-ce possible? À qui la faute? Il avait fait des études universitaires, puis était devenu un nationaliste radical très remonté. Quand il a rencontré Hitler, il a été totalement fasciné. Pour Hess, qui était un admirateur fanatique d'Hitler, les relations internationales étaient avant tout une lutte entre les différentes races. On le voit dans les images d'archives le montrant au meeting de Nuremberg. Son visage rayonne d'un enthousiasme totalement naïf. Dans l'entourage d'Hitler, le plus décoré est Hermann Göring, né à Rosenheim, en Bavière, le 12 janvier 1893. Göring était une recrue surprenante pour le jeune parti national-socialiste. À l'époque, dans les années 20, il avait fière allure et il était auréolé de ses exploits militaires. Il s'était distingué dans l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. Il avait succédé au baron von Richthofen à la tête de l'escadron du même nom, à la mort du baron rouge. C'était un homme charismatique qui a toujours joué ce personnage de l'ancien pilote de chasse sympathique, ce qui a beaucoup plu aux Allemands. Ce n'était pas le genre à s'associer à des mouvements politiques radicaux. Mais il a été séduit parce qu'Hitler exprimait tout haut l'amertume et la frustration qu'il ressentait. Donc il s'est totalement engagé à ses côtés. L'un des personnages les plus inquiétants est Heinrich Himmler. Issu d'une famille catholique de la classe moyenne, il est né le 7 octobre 1900 à Munich. Le père d'Himmler était professeur et il avait été le tuteur de la famille royale de Bavière. Himmler avait un petit côté maître d'école. Toute la vie d'Heinrich Himmler tournait autour du fait qu'il aurait voulu combattre pendant la Première Guerre mondiale, mais qu'il était trop jeune. Il avait toujours gardé une grande frustration de ne pas avoir pu défendre son pays. Il avait tendance à donner des leçons avec une certaine autorité. Bien sûr, aujourd'hui, on sait ce qui se cachait derrière. C'était un patriote un peu excentrique, profondément antisémite, et il s'est rapproché du Parti national-socialiste parce qu'il s'y est senti chez lui. Martin Bormann devient le plus fidèle disciple d'Hitler. Son père était postier et il est né le 17 juin 1900. Bormann était un manipulateur machiavélique. Il a intégré l'un des Freikorps, une de ces milices qui prospéraient en Allemagne au début des années 20, et il a fait de la prison pour meurtre. À sa libération, il a entendu parler d'Hitler et a réalisé qu'il disait tout haut ce qu'il pensait tout bas, notamment sa rancœur et sa colère après 1918, que partageaient tous les Allemands. Et c'est devenu un de ses fervents partisans. Parmi ces hommes, le plus intelligent est sans doute Joseph Goebbels, né le 29 octobre 1897 dans la vallée de la Ruhr. Goebbels sortait du lot dans le mouvement national-socialiste. Il était allé à l'université, il avait un doctorat et avait étudié la littérature allemande du 19e siècle. C'était aussi un nationaliste romantique et avant même de connaître Hitler, il avait écrit un roman intitulé « Michael, un destin allemand », dont le héros était un personnage très proche d'Hitler. L'idée qu'Hitler avait de l'Allemagne, où tous les Allemands seraient unis et égaux, attirait beaucoup Goebbels. Il cherchait un mouvement politique qui représentait ses convictions personnelles. Donc c'est devenu une très bonne recrue pour les nationaux-socialistes. Il avait un immense talent pour gérer la propagande de manière totalement impitoyable. Ces hommes sont unis par un sentiment de désespoir, de frustration et de colère après la défaite de 1918, ce qui est aussi le cas de nombreux Allemands. Leur extrémisme est alimenté par leur rencontre avec Hitler. En l'écoutant, ils ont tous eu une révélation.
Il avait l'air de l'homme providentiel, envoyé à l'Allemagne pour l'aider à retrouver son chemin, à redevenir une grande puissance et à se venger des Alliés. Il incarnait une figure bien connue dans l'histoire et la culture allemande, celle de l'empereur Frédéric Barberousse, l'homme capable de délivrer l'Allemagne. Et là, justement, le pays était cerné par de nombreux ennemis menaçants. Toutes les conditions sont réunies pour assurer le succès du Parti national-socialiste. Hitler a réussi à s'entourer de disciples fidèles, et ses discours attirent de plus en plus l'attention. Pour lui, le déclic va venir de l'étranger. Des événements dans un pays voisin sont lourds de conséquences pour le parti et le reste du pays. Hitler est désormais entouré d'une solide équipe de militants d'extrême droite. À chacun de ses meetings, il réunit environ 2000 partisans. Pourtant, les débuts des nazis sont modestes. C'était juste un homme avec un vieil imperméable qui montait sur une caisse en bois et haranguait 5 ou 6 personnes. Il faisait des discours au coin de la rue. C'était une sorte de militantisme à l'ancienne. À l'époque, en Allemagne, il y avait d'autres partis d'extrême droite bien plus virulents. Hitler garde un œil sur ce qui se passe en Italie. 1922, l'explosif rédacteur en chef à la mâchoire de gladiateur guide ses légions de chemises brunes en direction de Rome. En octobre 1922, le leader fasciste Benito Mussolini lance une marche sur Rome. Le roi Victor Emmanuel se résout à lui céder le contrôle du pays. Pour Hitler, c'est l'exemple d'un coup d'État réussi et il compte bien s'en inspirer. Hitler a décidé de faire une marche sur Berlin. À partir de 1923, ça a été son fantasme parce que l'État allemand était totalement fragilisé par la crise inflationniste. Il a profité de la désintégration de la vie politique allemande en 1923, en raison de l'hyperinflation et de l'occupation de la Ruhr par les Français parce que les réparations n'étaient pas payées, pour tenter un coup d'État à Munich. Comme Hitler, Mussolini connaît bien le pouvoir de la propagande et il sait l'image qu'il veut donner au reste de l'Europe. Hitler est l'une des victimes de la propagande mussolinienne. En réalité, le roi a nommé Mussolini à la tête du gouvernement de manière parfaitement constitutionnelle. Ce n'était pas un coup d'État. Le roi a respecté la Constitution, même si c'était un souverain qui manquait de caractère. Pour Hitler, c'était un pari risqué. Le 8 novembre 1923, Hitler et 600 membres des sections d'assaut encerclent le Burger Braukeller, la plus grande brasserie de Munich. Le chef du gouvernement de la Bavière, Gustav von Kahr, y a réuni environ 3000 personnes. Hitler entre dans la brasserie et tire un coup en l'air. Il annonce qu'une révolution vient d'éclater et que personne ne peut quitter les lieux. Pourtant, dès le lendemain matin, il apparaît que la tentative de putsch est un échec. Le 9 novembre, le groupe décide d'attaquer le ministère bavarois de la Défense. En chemin, Hitler espérait être soutenu par la nouvelle armée allemande, la fameuse Reichswehr, créée après la chute de l'Empire. Mais les militaires ne l'ont pas suivi. L'élite industrielle n'était pas de son côté et les fonctionnaires le méprisaient. Quand la police de Munich a ouvert le feu, la plupart des nazis ont détalé. Certains ont été touchés et blessés, et il y a eu quelques morts. Ensuite, ils en ont fait un épisode mythique dans l'histoire de leur mouvement. Hitler a été arrêté et jugé. Son procès commence le 26 février 1924 et s'achève le 1er avril. D'autres conspirateurs comme Rudolf Hess comparaissent également. Cette tentative de putsch semble être un échec total pour Hitler et le parti nazi. Le grand avantage du putsch de la brasserie, pour les nazis, a été de leur fournir des martyrs, un mythe fondateur et même une toute nouvelle symbolique. Par exemple, le drapeau ensanglanté qu'ils brandissaient ce jour-là est ensuite devenu un emblème suprême de leur mythologie. À Nuremberg, tous les étendards des sections d'assaut étaient touchés par le drapeau de sang.
Plus tard, les martyrs ont été symboliquement réinhumés dans un immense mausolée de marbre à Munich, une fois que les nazis ont pris le pouvoir. Et tous les ans, ils faisaient une reconstitution du putsch en défilant dans les rues. Partout en Allemagne, il y avait une veillée funèbre, des retransmissions à la radio, des films grandioses, des processions de cercueils, des oriflammes, etc. C'était une mise en scène quasi religieuse. Le drapeau nazi, avec la croix gammée qu'Hitler prétend avoir inventé lui-même, reprend un symbole antique datant du début de l'histoire aryenne. Le svastika est un très ancien symbole bouddhiste. On le voit partout en Inde et en Chine et il existe depuis très longtemps. À l'origine, c'était le symbole du soleil. Il a commencé à être récupéré par la droite allemande à la fin du XIXe siècle comme l'un de ses emblèmes parce qu'il défendait l'idée de leur aryanité. Hitler modifie ce motif et l'intègre au drapeau du parti nazi. Selon la légende qu'il racontait, il avait demandé à ses partisans de proposer des dessins, et on lui a soumis des svastikas. Mais aucune idée ne convenait vraiment. Alors il a décidé de dessiner lui-même le drapeau. Il a appliqué une série de règles de design très simples. Les couleurs du drapeau sont le rouge, le noir et le blanc, c'est-à-dire celles de l'Empire, en opposition avec le rouge, le doré et le noir de la République. Il l'a fait avec beaucoup de talent. Je suis bien obligé de le reconnaître. Le graphisme est fantastique. Il a pris la croix gammée et l'a fait pivoter sur son axe pour ajouter du mouvement. Ensuite, il a parfaitement calculé la largeur des branches. Il a placé le svastika dans un cercle, mais sans toucher le contour, ce qui lui donne beaucoup de dynamisme. Et il a ajouté le fond rouge. Cette composition esthétique est dominée par le rouge, qui incarne le côté socialiste du parti. Ça a pris tout de suite, et dès les années 20, c'est devenu le symbole officiel du parti. Hitler a décrété que c'était l'emblème des nazis, et ils l'ont adopté. Lors de son procès, Hitler endosse la responsabilité du putsch. Selon la rumeur, les juges ont des sympathies pro-nazis et ont du mal à le condamner. Il écope malgré tout de 5 ans de prison et d'une interdiction de s'exprimer en public, signe que ses talents oratoires sont déterminants dans l'ascension du Parti national-socialiste. Cette période d'enfermement et de silence forcé est pour lui l'occasion de faire une introspection. Désormais, c'est par écrit qu'il s'exprime. Ce livre est la Bible des nazis. Avant le putsch, on n'avait pas l'impression qu'il était l'élu, le Messie. C'est à l'époque de sa détention dans la prison de Landsberg qu'il a réalisé quelle était sa mission. Ça a été le déclic pour la suite de sa carrière. Il a purgé moins d'1 an de sa peine. Il était en prison avec Rudolf Hess, entre autres, et en a profité pour écrire Mein Kampf. La démocratie est le vil rebut de la corruption et des flammes de l'enfer. Quand il a été envoyé en prison en 1924, c'est intéressant de voir qu'il a décidé de prendre du recul pour écrire un livre sur son expérience, pour raconter son cheminement politique et l'origine de ses convictions. C'était très important à ses yeux de faire le point pour expliquer comment il en était arrivé là. Le titre du manuscrit original était « Mes 4 ans et demi de combat contre les mensonges, la lâcheté et la stupidité, un règlement de compte avec ceux qui veulent détruire la nation allemande ». Son éditeur lui a conseillé de choisir quelque chose de plus condensé et de plus vendeur. Donc, ils ont juste gardé 2 mots, « Mon combat », Mein Kampf. Le plus intéressant dans le livre, c'est le fameux 5e chapitre, qui est une théorie de propagande. Le reste ressemble plutôt à une litanie de considérations émotionnelles. Ce n'est pas un manuel pour la création d'un système, comme peut l'être le manifeste communiste de Marx, Das Kapital. Dieu a fait des Allemands une race de surhommes. Dieu Tout-Puissant bénit notre sang allemand.
Sa maison d'édition l'a imprimé à 300 000 exemplaires. Et ensuite, bien sûr, il y a eu des réimpressions. C'est un gros livre. L'édition d'origine est volumineuse. Elle fait environ 600 pages. L'écriture de Mein Kampf le persuade qu'il est l'homme de la situation et doit prendre le pouvoir pour ramener l'Allemagne dans le droit chemin. Il comprend qu'il doit revoir sa stratégie. Comme il ne peut pas s'exprimer en public, il prend son mal en patience. L'empêcher de parler avait pour but de calmer les choses. C'était un orateur influent. Si on veut savoir pourquoi le parti a mis tellement de temps à se remettre en selle et à reprendre Hitler au sérieux, c'est parce qu'il ne pouvait plus s'exprimer. Il était le seul Allemand à être bâillonné. Et ça a servi sa propagande. Il a accusé le gouvernement de Weimar de le censurer. En 1927, l'interdiction est assouplie, puis levée. Hitler reprend officiellement la parole. Dans ses prestations, il y avait quelque chose d'irrésistible pour l'auditoire, comme les pop stars d'aujourd'hui. Il exerçait un grand pouvoir de fascination. Dès qu'il a recommencé à s'exprimer, les nazis ont remporté un beau succès aux élections parlementaires à la fin des années 1920. Quand je regarde les meetings d'Hitler, je vois ça comme du théâtre politique, mais je ne pense pas que son talent tienne au contenu de ses discours. Pendant les années où Hitler doit garder le silence, l'Allemagne commence à se relever. Grâce aux fonds américains, le chômage recule et l'économie redémarre. Un vent d'optimisme souffle sur le pays. Les Américains ont fait de gros investissements. Et en 1928, l'Allemagne semblait en bonne voie. Les nationaux-socialistes auraient pu ne jamais marquer l'histoire et rester un groupuscule d'extrême droite avec un chef excentrique et un putsch raté en 1923. Mais le destin leur a donné un coup de pouce décisif. La reprise économique de l'après-guerre, sous la République de Weimar, qui était authentique le temps qu'elle a duré, s'est effondrée après le krach boursier de Wall Street. À l'époque, on avait coutume de dire « New York a éternué, Londres a attrapé un rhume et l'Allemagne a failli mourir de la grippe ». L'impact de la crise économique est immense sur la suite des événements pour les nazis. Les suites de la Grande Dépression ont été essentielles. 7 millions d'Allemands se sont retrouvés au chômage sans aucune perspective d'avenir. Quand un homme ne survit plus que grâce à ses indemnités chômage, c'est une recrue potentielle pour les nazis. La gestion de la crise économique pousse la population allemande vers l'idéologie hitlérienne et consolide l'accession des nazis au pouvoir avec des conséquences dramatiques.